Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Rokia. Donc on va terminer sur la réponse aux questions concernant l'algorithme récuit-simulé, c'est-à-dire l'implémentation de la résolution d'une instance du problème de voyageurs de commerce avec, bien sûr, l'algorithme récuit-simulé, bien avec la métaheuristique récuit-simulée. Donc j'avais répondu à la première question concernant c'est-à-dire la visualisation du trajet ou bien du chemin hamiltonien qui est l'objectif du problème de voyageurs de commerce. Donc on l'a affiché en ajoutant bien sûr des instructions. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question. Pardon. Donc, qui est la suivante. Merci pour la vidéo. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, bien sûr c'est une question qui est posée par un de mes étudiants qui me suivent. Donc la deuxième question disait, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, le code Python de la représentation graphique de ce processus du récuit simulé? Donc j'avais présenté cette diapo et expliqué bien sûr le processus dans la vidéo concernant l'introduction ou bien c'est-à-dire l'exposé sur le principe général de l'algorithme récuit simulé. Donc l'étudiant veut implémenter c'est-à-dire cette évolution de la distance en fonction du changement de la température, c'est-à-dire de l'abaissement ou bien de la température ou bien le refroidissement, selon le principe du récuit simulé. Ok. Donc vous voyez ici que dans cette figure-là, on a c'est-à-dire la distance en fonction bien sûr de l'abaissement de la température dans le temps. Ok. Donc vous voyez qu'il y a des minimaux locaux, il y a des minimaux et il y a des extrémums qui sont les solutions, c'est-à-dire les solutions optimales, parce que cet exemple-là, c'est dans le cas d'une maximisation. On voit ici qu'il y a plusieurs minimaux locaux, c'est-à-dire c'est des extrémums locaux, vous voyez, pas des minimaux, c'est des extrémums dans ce cas, parce que c'est une maximisation. Dans notre cas, ça va être une minimisation. Dans le cas de cet exemple-là, de cette figure-là, vous voyez qu'il y a plusieurs extrémums. C'est des extrémums locaux. Mais dans notre cas, on voudrait avoir la solution optimale qui est c'est-à-dire cette solution-là, vous voyez. Donc vous voyez, pour arriver à cette solution, il y a plusieurs extrémums locaux. Pour les éviter, vous voyez que le principe de l'algorithme récuit simulé accepte des solutions moins bonnes dans le but de, bien sûr, d'échapper à l'extrémum minimal. Bien. Donc on va essayer d'implémenter cette figure, bien sûr en utilisant les modules et les fonctions de la librairie Matplotlib. Donc, maintenant, pour répondre à cette question, avant de passer à la programmation Python, donc l'évolution de l'énergie, dans le cas ici, c'est l'énergie, c'est l'évolution de l'énergie en fonction du temps, bien de l'abaissement de la température. Pardon. Donc, l'évolution de l'énergie dans le cas du TSP, c'est la distance. Donc, l'énergie ici, dans notre cas, dans la résolution du problème de voyageurs de commerce, c'est la distance. Donc, on remarque ici que l'énergie, c'est une fonction du temps ou bien de la température. On peut, c'est-à-dire visualiser cette évolution ou bien en fonction du temps ou bien en fonction de l'abaissement de la température. On va voir ça par la suite dans notre programme. Donc E égale F de T. Et la même chose pour la température. On peut voir l'évolution de la température en fonction du temps. Comment on va abaisser la température en fonction du temps. Vous voyez. Donc ici, si je peux être plus précise, le E ici, c'est-à-dire qui illustre l'énergie, c'est dans mon cas, c'est la distance. Déjà, j'ai utilisé la variable distance pour indiquer cette variable. Donc ici, c'est distance. Ok. Elle est en fonction de la variable que j'ai appelée temps. Bien. Et ici, la même chose pour l'évolution de la température en fonction du temps. Donc, on a T que j'ai appelé température, c'est la variable que j'ai utilisée dans mon programme Python, et la variable temps. Ok, bien. Maintenant, donc puisque c'est des fonctions, donc on va illustrer, c'est-à-dire le x et le y. Ici, le y c'est la distance et le x c'est le temps, c'est-à-dire dans la visualisation 2D de notre évolution. Donc on va prendre comme abscisse x le temps, l'évolution du temps, donc les différentes valeurs de la variable temps, et aussi comme ordonnée
c'est-à-dire l'axe des Y, c'est la distance, c'est les différentes valeurs en fonction de la variable temps. La même chose pour la température, on va prendre comme X l'abscisse le temps et comme Y qui est l'ordonnée la température. Et on peut toujours changer pour voir les différentes évolutions vis-à-vis des différents paramètres. Mais ici, c'est-à-dire les paramètres les plus importants, ce sont l'énergie, qui est dans notre cas la distance parcourue par le voyageur de commerce, et bien sûr l'abaissement de la température, parce qu'on a dit que l'abaissement de la température ou bien le refroidissement, il ne doit pas être brusque. Parce que s'il est brusque, c'est-à-dire si en partant d'une température initiale très très élevée, on va faire l'abaissement ou bien le refroidissement subitement, ça peut mener à une convergence ou bien une divergence. Alors que il faut faire le refroidissement petit à petit dans le temps T. Donc c'est dynamique. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc on va récupérer, ou bien on va essayer d'illustrer cette figure-là avec notre programme Python. Bien sûr, je vais utiliser une fonction. Je vous ai déjà dit que la librairie Matplotlib de Python est très 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 riche. Donc parmi les fonctions que j'utilise, il y a beaucoup de fonctions, mais que j'ai utilisé, c'est la fonction semelogi, c'est du module PyPlot de la bibliothèque Matplotlib. Pardon, est utilisée pour créer un tracé avec une mise à l'échelle du journal sur l'axe des Y. Donc, on va voir ici, il y a la syntaxe de cette fonction. Ça ne veut pas dire que c'est la seule fonction qui me permet de tracer cette évolution. Il y a plusieurs fonctions. Dans mon cas, j'ai utilisé cette fonction-là qui est très simple. Donc, je vais, bien sûr, puisque j'ai déjà dans mon programme une première figure pour illustrer le chemin initial et le chemin final, je vais prendre une deuxième figure pour illustrer, bien sûr, l'évolution de la distance en fonction du temps. Ok? Donc, et je vais faire ici, vous voyez que l'axe des X, c'est le temps, et l'axe des Y, c'est la distance. Et je vais appeler ma fonction, bien ma figure, évolution de la distance totale dans le temps. Donc, on va aller vers Anaconda. Donc, j'ai lancé mon Anaconda. J'ai utilisé l'éditeur de texte, bien Notebook Jupyter. Bien, et j'ai lancé mon programme qu'on a fait ensemble sur la résolution du problème de voyage de commerce avec le recul simulé. Donc, vous voyez que j'ai utilisé des cellules différentes pour pouvoir voir les exécutions étape par étape. Dans la première cellule, quand il y a les différentes bibliothèques que j'ai chargées, et c'est les bibliothèques que j'en ai besoin, donc il faut charger que les bibliothèques dont l'étudiant, c'est-à-dire dont on a besoin dans notre programme. Il ne faut pas charger des bibliothèques inutiles. Dans mon cas, j'ai besoin de la bibliothèque NumPy pour les fonctions mathématiques, la bibliothèque Matplotlib pour les fonctions de traçage et la bibliothèque Random parce qu'il y a des générations aléatoires, des chemins, des XY, des coordonnées, ainsi de suite. Bien, donc je vais interpréter mon code, donc c'est Shift Entrée. La deuxième cellule, elle contient la définition des fonctions dont j'aurai besoin. Il y a la fonction pour déterminer, bien sûr, la fonction cookie, dans mon cas, la distance du chemin hamiltonien emprunté par le voyageur de commerce. Et aussi ici, une fonction déplacement qui est la permutation entre les villes pour pouvoir arriver à un chemin optimal. Donc, et bien sûr, les valeurs initiales de mon algorithme recul simulé parce qu'il y a des initialisations comme le nombre n. Donc, j'ai pris n égale à 5, nombre de vies égale à 5 pour pouvoir voir l'exécution dans la vidéo. On peut toujours changer ce nombre-là pour voir la combinatoire, bien toucher la combinatoire. Et c'est bien sûr de l'éviter ou bien de la corriger. On a la température initiale, qui est la température, j'ai pris la valeur 10. La température minimale, dans mon cas, j'ai pris 4. Je peux toujours la minimiser, mais pour pouvoir voir l'évolution dans la vidéo, pour ne pas alourdir la vidéo, parce que si je vais prendre une valeur plus petite, l'exécution va prendre beaucoup de temps. Et bien sûr, il y a des paramètres concernant c'est-à-dire la probabilité de choisir l'extrêmement minimal. Et il y a bien sûr K qui est le compteur des itérations et T c'est le temps. Bien, donc je vais interpréter ou bien exécuter cette cellule, Shift Entrée, très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, ici, vous voyez que j'ai pris une cellule seule pour générer X et Y qui sont les coordonnées des points villes, les différentes villes que le voyageur de commerce doit emprunter. Donc j'ai utilisé random et j'ai pris comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, pour la réponse à la première question, j'ai dit que je vais prendre, c'est-à-dire une cellule à part qui contient la génération aléatoire pour voir l'exécution ou bien c'est-à-dire
l'exécution, parce que chaque fois que je vais faire l'exécution, je voudrais avoir la même instance du voyageur de commerce pour voir la différenciation des résultats. Donc, je vais générer une seule fois, aléatoirement, ce TSP, l'instance du TSP, et par la suite, je vais, c'est-à-dire dans les cellules qui viennent après, je vais faire des changements dans le corps du programme, qui est la boucle de l'algorithme RQ simulé. Donc ici, ces cellules-là, je génère aléatoirement, bien sûr, SY, les coordonnées des villes. Vous voyez ici que j'ai ajouté 3 listes, ou bien 3 tableaux. Il y a le tableau distance, tableau temps et tableau température. Ce sont des listes que j'ai empruntées pour sauvegarder les valeurs, pour pouvoir tracer l'évolution de la distance dans le temps et l'évolution de la température dans le temps. Donc je dois, c'est-à-dire, avoir l'historique de ces différentes valeurs parce qu'ils changent dans la boucle de traitement. Dans la boucle du traitement, bien du processus itératif de l'algorithme RQ simulé. Donc j'ai emprunté ces 3 valeurs. Donc pour le début, vous voyez que j'ai utilisé la fonction append pour ajouter à la première liste distance, c'est-à-dire la distance du chemin. Ici, vous voyez que j'ai généré le chemin initial d'une façon, c'est-à-dire aléatoire, et je vous ai déjà dit qu'on peut toujours proposer des heuristiques pour choisir la solution initiale. Et puis, donc, je vais, c'est-à-dire sauvegarder la distance du premier chemin, le temps t qui est égal à 0, la première valeur initiale, et la température initiale qui est égale à 10. Et dans la cellule suivante, qui va contenir la boucle du processus itératif du RQ simulé, vous voyez qu'il y aura des changements de la température, de la distance et du temps, parce qu'on a t qui va s'incrémenter d'une façon linéaire, on va ajouter des 1. Donc vous voyez ici, même ici je vous propose, c'est-à-dire le changement du temps, j'ai pris le changement du temps d'une façon linéaire, on peut toujours proposer des heuristiques pour l'évolution du temps. Et il y a le changement de la température, bien sûr, qui est en fonction du temps, en utilisant cette probabilité ici, t0 fois 1p exponentielle moins t sur taux, et bien sûr le changement de la distance qui est, c'est-à-dire obtenu en exécutant la fonction coût courant, que j'ai appelé coût courant, c'est-à-dire c'est la fonction qui me détermine le coût du chemin courant, qui est, c'est-à-dire ce coût-là qui est la distance du chemin actuel, bien courant. Donc j'ai pris, donc vous voyez que dans ma boucle, donc ça c'était initialisé dans ma boucle, c'est-à-dire dans le corps de la boucle, je vais toujours sauvegarder les différents changements de la distance, du temps et de la température en utilisant la fonction append qui permet d'ajouter à la liste distance les nouvelles valeurs. La même chose pour le temps, j'utilise append pour ajouter les changements de temps et la température, point append de t pour ajouter les différents changements de température. Donc grâce à ces 3 listes distance, temps et température, je peux lancer bien sûr c'est-à-dire la visualisation de l'évolution de la température et de la distance dans le temps. Donc j'ai interprété la deuxième cellule, j'ai bien exécuté la première cellule, très bien, concernant c'est-à-dire les librairies, la fonction ici d'initialisation, très bien, la cellule concernant la génération de l'instance du TSP, et maintenant je vais exécuter le processus itératif du RQ simulé, shift entrée. Donc vous voyez ici qu'il y a l'évolution dans le temps avec le nombre d'itérations et bien sûr l'obtention du chemin initial. Vous voyez ici qu'on avait dans cette cellule là, on a l'évolution dans le temps des différents chemins, c'est-à-dire ça c'est le nombre d'itérations, le chemin qu'on a actuel, sa distance dans chaque itération, la distance et l'abaissement de la température. Vous voyez que l'abaissement ici, il est, c'est-à-dire petit à petit, il n'y a pas un abaissement brusque. Vous voyez, pour ne pas diverger. Donc on a obtenu avec un test d'arrêt qui est en relation avec la température minimale. Très bien, donc on a ici le chemin hamiltonien initial, vous voyez, et on a un nouveau chemin, vous voyez, c'est différent. Vous voyez que les positions des x, c'est la même position, ok, mais le chemin il est différent. Donc, parce qu'on a le chemin initial qui avait une distance moins bonne que le chemin final optimisé. Ok, maintenant, j'ai créé une nouvelle liste et je vais, bien sûr, visualiser une deuxième figure qui va contenir, avec la fonction semi-logis, c'est-à-dire pour ajouter l'évolution, c'est-à-dire de la fonction distance en fonction du temps. Donc distance en fonction du temps, donc on a x c'est temps, le laps des x et laps des x c'est le temps, laps des y c'est distance, et bien sûr
avec la relation entre temps et distance selon les valeurs. Cette visualisation, c'est selon les valeurs qui se trouvent dans la liste distance et la liste temps que j'ai sauvegardé en utilisant bien sûr la fonction append. J'ai sauvegardé lors du processus itératif du recul simulé et je vais renommer ou bien nommer le laps des x le temps et laps des y la distance et la figure c'est l'évolution de la distance totale bien sûr dans le temps. Donc très bien, je vais exécuter cette fonction puis cette cellule. Très bien, donc vous voyez qu'on a l'évolution de la, c'est-à-dire ici c'est le temps qui est en train de, c'est-à-dire de diminuer, c'est-à-dire d'augmenter, le temps il augmente, et la distance, vous voyez qu'il y a des hauts et des bas. Donc on a des minimaux locaux, vous voyez ça c'est des minimaux locaux, et on a les minimaux globaux. En général, c'est ce qu'on veut, la solution qu'on veut, c'est le minimum global. Donc, le recul simulé, il accepte, c'est-à-dire dans le processus itératif, vous voyez qu'il accepte des fois des solutions médiocres, c'est-à-dire moins bonnes que la solution précédente. Ça, c'est une solution bonne. Ça, c'est une solution moins bonne. Mais il l'accepte dans le but d'arriver à une solution plus bonne, comme cette solution-là, qui est meilleure que la solution d'avant. Vous voyez? Et bien sûr, c'est selon le test d'arrêt, parce que supposons que votre test d'arrêt s'arrête ici. Donc il va prendre comme solution cette solution qui est moins bonne que la solution, c'est-à-dire réelle. Donc c'est bien sûr le test d'arrêt de la boucle itérative du recul simulé est très important. Bien sûr, j'ai parlé de cela dans la vidéo concernant l'introduction, bien l'exposé sur le principe général de l'algorithme du recul simulé. Et je vous ai donné les différentes façons de déterminer le test d'arrêt pour converger vers la solution optimale. Ok? Bien. Maintenant, il reste le cas de la, c'est-à-dire, on voudrait figurer en même temps l'évolution. On peut toujours changer. Si vous voyez, je pris comme x temps et comme y distance. Je peux ici changer la température, prendre comme abscisse température et comme ordonnée y distance. On va réexécuter, shift entrée. Donc on a, vous voyez, le changement vis-à-vis de la température. Ici c'est la température, non c'est la température. Ici c'est la distance, je devais changer le label ici. Ici c'est la distance. Vous voyez ce changement, la même chose, il y a un changement des hauts et des bas. C'est-à-dire ça montre c'est-à-dire l'échappement de l'algorithme du recul simulé au piège du minimum local. Mais vous voyez qu'ici, c'est-à-dire la solution qu'on a obtenue à la fin, elle est moins bonne que les autres solutions déjà obtenues. Bien sûr, c'est à cause du test d'arrêt choisi. Donc, il faut bien choisir le test d'arrêt. Donc, je vais ajouter une deuxième figure. Pour pouvoir visualiser différentes figures, je vais ajouter une deuxième figure concernant l'évolution de la, c'est-à-dire de la température dans le temps. Donc, ici, je vais laisser le temps pour être plus selon la demande des étudiants. Donc je vais faire une copie-coller ici, parce que c'est la même chose. C'est dans la même figure. Je vais enlever. Très bien. Maintenant c'est 2, parce que la deuxième figure, ici c'est le numéro de la figure, donc la deuxième figure. Ici c'est le temps, et ici je prends de la température. L'évolution de la température dans le temps. Vous voyez, on va voir. Ici c'est temps et ici c'est température pour le label. D'accord, très bien. Donc l'évolution de la température. Température, très bien. Je vais changer le titre de la figure. Température avec E, très bien. Ici j'ai dans l'appellation de la variable, j'ai enlevé le E avec apostrophe, c'est-à-dire c'est mieux d'appeler c'est-à-dire d'utiliser des variables sans c'est-à-dire les apostrophes. Bien, maintenant, très bien, donc je vais réexécuter, bien sûr avec la même instance du chemin, ici, avec la même instance du voyageur c'est-à-dire du voyageur de commerce, la même instance ici. On va essayer de voir, c'est-à-dire on a obtenu ce résultat-là, le chemin initial et le chemin optimal. On va essayer de voir comment la distance évolue dans le temps et la température évolue dans le temps pour cette instance-là. Bien. Donc je vais enlever cette exécution. Donc je vais réexécuter. Donc ça prend du temps. Vous voyez, très bien. Donc ça c'est le changement de la,
l'évolution de c'est-à-dire de la fonction coût, bien l'énergie, avec la terminologie de simulée. Dans notre cas, cette énergie, c'est la distance parcourue par le voyageur de commerce dans son cycle hamiltonien. Vous voyez qu'il y a ici, c'est-à-dire les minimaux locaux et les minimaux globaux. D'accord? Très bien, à la fin, on a trouvé une solution qui est assez importante, assez bonne. Et vous voyez que l'évolution de la température, ici je change ici le label, c'est température, non c'est temps toujours, et ça c'est la température. Ah oui, il y a un petit décalage ici, on va essayer de changer l'échelle. Donc vous voyez que le changement il est linéaire, vous voyez, c'est-à-dire les valeurs obtenues sont linéaires, vous voyez, très bien. Donc ici on a pris comme solution, bien comme, vous voyez ici si on voudrait changer l'instance, vous voyez ça change, vous voyez, c'est-à-dire l'instance du voyageur de commerce ici. Si on voudrait changer l'instance, on va réexécuter la cellule qui contient la génération aléatoire des x et des y, des coordonnées des villes. À ce niveau-là, je vais réexécuter, Shift Entrée, donc je vais obtenir une nouvelle instance, ou bien un nouveau exemple du voyageur de commerce avec 5 villes. Très bien, je vais exécuter ici. Vous voyez que c'est-à-dire il y a un changement dans les coordonnées des villes parce que j'avais fait des changements. Très bien. Vous voyez, par hasard ici, dans notre cas, le chemin initial, c'est-à-dire par hasard, on est tombé sur, après plusieurs itérations, le chemin initial, c'est le chemin final. Ok. Donc, chemin. Très bien, donc vous voyez que les coordonnées ont changé. Bien. Maintenant, je vais faire un petit, pour voir, c'est-à-dire l'évolution, parce qu'on a ici le schéma de l'évolution de cette instance-là vis-à-vis la distance vis-à-vis du temps et de la température vis-à-vis du temps. On va essayer de diminuer la température initiale, ici, au lieu de prendre, c'est-à-dire T0 qui est égal à 10, T minimum égal à 4, on va prendre T minimum qui est égal à 0,01. C'est-à-dire on va diminuer, c'est-à-dire elle tend vers 0. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc Shift Entrée, on va réexécuter. Qu'il y a un changement dans le schéma parce que j'ai régénéré l'ex y. On va retracer l'évolution avec le T minimum égal à 1. Vous voyez, il y a beaucoup d'itérations, beaucoup plus d'itérations parce que j'ai pris comme température minimale égale à 0,01. Avant, j'avais pris température minimale égale à 4 pour pouvoir voir la visualisation dans la vidéo. Donc, vous voyez ici que pour les valeurs initiales de la température minimale, avec 4, on a vu qu'il y a moins d'itérations. Avec 0,01, on a ici l'évolution, elle apparaît très très bien. Elle montre les minimaux locaux. Il y a plusieurs minimaux locaux. Et il y a les minimaux locaux et les minimaux globaux. Vous voyez, donc, vous voyez que le processus ici est assez bon. Vous voyez qu'il accepte des minimaux, c'est-à-dire des valeurs moins bonnes, dans le but d'avoir des valeurs plus bonnes. Ok, donc il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire des minimisations, c'est-à-dire des minimums, mais des minimums qui sont moins bon que les minimums précédents. Dans le but d'avoir le minimum, vous voyez ici, qui est meilleur que tous les minimums locaux d'avant. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est le minimum global. C'est la meilleure solution obtenue. Bon, ce minimum global, en parenthèse, c'est une solution, elle reste toujours approximative. Parce que la méta-heuristique, c'est une méthode approchée. Elle nous donne une solution approximative, c'est-à-dire qu'elle est proche de la solution optimale globale d'une façon assez importante. Parce qu'une solution optimale globale, elle n'est donnée que par une méthode exacte. Dans notre cas, le calcul simulé, c'est une méta-heuristique, c'est une méthode approchée. Donc la solution reste toujours approximative, mais elle est de bonne qualité. Elle s'approche de l'optimum global à un certain degré, bien un certain pourcentage. Bien, donc ça c'est la réponse à votre question. J'ai visualisé l'évolution de la distance, bien de l'énergie en fonction du temps, en fonction de la température et en fonction, bien sûr, les trois paramètres, on peut toujours changer entre la distance, température et temps.
On peut changer les différents axes pour voir les différentes évolutions. Bien sûr, c'est pour pouvoir interpréter les résultats et optimiser notre programme. La phase test dans un algorithme, ou bien dans une programmation d'un certain algorithme de résolution, la phase test, elle est très importante. Déjà, la phase test, elle fait partie du cycle de vie d'un logiciel, ou bien d'une application, ou bien d'un programme. Donc, il faut faire beaucoup de tests pour pouvoir régulariser et équilibrer les paramètres de l'algorithme. Surtout qu'il y a des paramètres qui sont générés ou bien, c'est-à-dire générés de façon aléatoire ou bien on prend des valeurs initiales aléatoirement, bien heuristiquement. Donc, la phase test, elle est importante, surtout dans un cas d'étude bien précis ou bien un projet, pour pouvoir régulariser ces paramètres et prendre les valeurs, les meilleures valeurs qui sont adaptées à votre projet. Donc, la phase test, elle est très importante. Donc, c'est pour ça qu'on prend ces figures-là, ces visualisations, ou bien ces graphiques, parce que les graphiques, c'est un moyen plus lisible et plus lucide pour pouvoir faire des interprétations. Dans mon cas, en voyant cette évolution-là, donc déjà je vois, ou bien je touche le principe de l'algorithme simulé qui, c'est-à-dire utilise, ou bien qui échappe, c'est-à-dire utilise des stratégies pour échapper au piège du minimum local. Ok. Donc je le touche ici dans la visualisation. Donc, comme conclusion à cette réponse à la question, donc déjà j'interprète et puis je vais conclure. L'interprétation, qu'est-ce qu'elle dit? On remarque dans une interprétation que je propose, mais il faut toujours enrichir les interprétations pour cerner tous les points de l'algorithme. On remarque que la solution, qui est dans notre cas une minimisation, des fois elle augmente et des fois elle diminue. Donc parfois on accepte la solution malgré qu'elle est moins bonne. C'est le principe de l'algorithme du recul simulé qui l'oblige pour ne pas se piéger par le minimum local. Donc on accepte cette solution qui est moins bonne avec une probabilité exponentielle qui est égale à moins delta E sur T, où le delta E est la différence entre l'ancienne valeur de la distance et l'actuelle valeur de la distance, et T c'est la température. Ça c'est la façon avec laquelle le recul simulé c'est-à-dire échappe au minimum local, mais il va revenir pour converger vers le minimum global. Approximatif. Vous voyez? Donc pour être précise, on dit un minimum global approximatif parce que la méta-heuristique, c'est une méthode approchée. La valeur qu'on obtient, c'est-à-dire elle est de meilleure qualité, mais elle reste toujours approximative ou bien approchée. Parce que la solution globale tout court, elle n'est donnée que par une méthode exacte, comme par exemple le branch and bound. Bien. Comme conclusion, qu'est-ce que je vais dire? L'algorithme du recul simulé, inspiré du processus de refroidissement et de réchauffement d'un métal dans la métallurgie pour minimiser son énergie, peut être utilisé pour améliorer l'algorithme de la descente locale. Donc si l'étudiant a suivi mes vidéos concernant la méthode locale qui est la descente locale, vous allez voir que le principe du processus de l'algorithme, c'est le même principe que la descente locale, mais il y a une amélioration. C'est pour ça qu'on dit que c'est une méta-heuristique. C'est la notion de méta. On a ajouté une certaine intelligence, une certaine pensée, une idée. Donc on a dû, c'est-à-dire, on a dû ajouter des notions de connaissance pour améliorer la méthode locale qui est la descente locale. Donc, l'algorithme du recul simulé, il s'inspire de l'algorithme de descente locale en ajoutant des améliorations qui sont, c'est-à-dire l'acceptation des solutions moins bonnes pour s'échapper au minimum local. Parce que ici, pourquoi je dis cette interprétation, bien cette conclusion, en effet, l'algorithme de descente locale se termine assez rapidement puisqu'il n'autorise à explorer que les solutions améliorant les précédentes. Parce que dans la méthode de descente locale, les solutions obtenues, c'est-à-dire sont toujours des solutions plus bonnes que les solutions précédentes. Mais une des inconvénients de cette méthode, qui est la descente locale, c'est le fait qu'elle peut tomber malgré que sa convergence elle est rapide, mais elle peut tomber dans le piège du minimum, bien de l'optimum local. C'est pour ça que la méta-heuristique simulée est venue pour améliorer cet inconvénient en ajoutant bien sûr le principe c'est-à-dire la température, l'abaissement de la température et l'acceptation de la solution à une certaine probabilité. Donc, dans l'algorithme du recul simulé, l'exploration des solutions autorise à explorer les solutions de moins bonnes, c'est-à-dire de moins bonne qualité. C'est le même principe que la méthode Tabou. Vous voyez que toutes les méta-heuristiques que j'ai proposées dans des vidéos précédentes, comme la méthode Tabou, recul simulé, etc., viennent améliorer
les heuristiques. C'est-à-dire, ils s'échappent au piège du minimum local. Parce que les heuristiques, ils convergent rapidement, ils nous donnent une solution, mais ça peut être très très loin de la solution globale à cause du piège du minimum local. Donc les métaheuristiques améliorent cet inconvénient. Donc l'algorithme BioQ simulé, l'exploration des solutions autorise à explorer des solutions de moins bonne qualité, comme le cas de la méthode Tabou. Donc au lieu de s'arrêter dès que la solution ne peut plus être améliorée par l'opérateur de voisinage, l'ORQ simulé continue l'exploration en prenant la meilleure solution parmi l'ensemble calculé, même si celle-ci est moins bonne que la solution précédente. Donc il y a la notion du critère d'arrêt qui est très important. Donc le critère d'arrêt est donc différent, il va dépendre du temps de la dégradation de la solution, évaluée comme la différence de la longueur du cycle de la solution précédente et de la nouvelle solution sélectionnée. Donc à chaque dégradation, l'algorithme s'arrête avec une probabilité dépendante de cette dégradation. Donc plus la dégradation est grande, plus la probabilité de continuer diminue et du temps ou du nombre d'itérations de l'algorithme, plus le nombre est grand, plus la probabilité de continuer diminue. Donc ça, c'est des idées pour pouvoir choisir le critère d'arrêt. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas un critère d'arrêt qui est vraiment, c'est-à-dire qui garantit la convergence vers la solution, vers la meilleure solution globale. Donc, ça reste toujours à l'étudiant. Il faut bien analyser votre projet ou bien votre étude de cas et selon vos données, selon vos procédures, vos fonctions, les relations entre les données, les connaissances sur les... Il faut c'est-à-dire penser intelligemment dans votre... Il faut penser intelligemment dans votre problématique. Parce que la pensée intelligence, elle va vous générer des connaissances. Vous allez faire des liens entre les données, ça va vous générer des connaissances. Ces connaissances-là, vous allez les exploiter pour créer de nouvelles heuristiques ou bien des idées qui améliorent les résultats de votre programme vis-à-vis de votre étude de cas. C'est pour ça qu'on les appelle métaheuristiques. Il y a, c'est-à-dire, on va exploiter notre intelligence ou bien notre connaissance. J'utilise le mot connaissance parce que c'est le mot qui est, c'est-à-dire, qui rentre dans l'IA, le knowledge management, la gestion de la connaissance. Donc la connaissance, c'est des notions qui sont non structurées, qu'on peut capter d'une façon intelligente selon notre analyse et selon notre compréhension de notre projet. Donc, une fois qu'on analyse bien le projet, on peut générer des connaissances qu'on peut injecter sous forme de procédures ou bien d'heuristiques qui améliorent bien sûr le principe de l'algorithme utilisé, entre autres l'algorithme du récuit simulé. Vous voyez? Donc la phase analyse de votre projet est très importante. Il faut bien comprendre votre projet, bien l'analyser d'une façon bien sûr informatique pour pouvoir générer ces connaissances-là et déduire des heuristiques qui vont améliorer votre version de la méta-heuristique, entre autres récuit simulé, et vous allez avoir une version qui est propre à votre cas d'étude et qui peut être exploitée par d'autres cas d'étude. Okay? Donc je vous remercie et bien sûr à la prochaine vidéo. Donc ça c'est une réponse aux deux questions qui sont posées par les étudiants que je remercie beaucoup parce que ça montre qu'ils suivent très très bien mes vidéos. Ils ont bien compris ce que je voulais leur c'est-à-dire transmettre. Donc je vous remercie et vos questions, vos éclaircissements, vos discussions sont toujours la bienvenue parce que ça nous aide à enrichir nos cours et nos exercices. Et cette coopération, elle est toujours dans un but d'améliorer nos connaissances et nos acquis scientifiques. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.